Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue dans notre second épisode de notre podcast sur la malvoyance, initié par le Centre socioculturel Audrey Barquier de Wimereux avec le groupe Retina Boulogne-Côte d'Opale. Je suis toujours en présence de mes nombreux invités de la première heure que je tiens une nouvelle fois à les remercier pour leur témoignage. Après avoir découvert l'engagement de cette antenne et les raisons de l'adhésion de ses membres, cette fois-ci nous vous proposons de mieux comprendre comment nos invités atteints de cécité diverses mènent-ils une vie sociale en essayant bien entendu de garder le plus possible leur autonomie. Eh bien sans perdre de temps, Guillaume, comment tu fais pour garder ton autonomie ? Comment je fais ? Moi, ça a été progressif, comme je l'ai dit tout à l'heure, la rétine pigmentaire, en fait, on a fait que ça depuis 5-6 ans, à essayer de trouver des astuces pour pallier à la déficience qui arrivait. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu un cursus totalement classique. J'ai fait l'école normale jusqu'à mon BTS. J'ai travaillé pendant 16 ans en milieu normal, ordinaire, jusqu'à... avant que je me fasse licencier pour inaptitude à cause de ce problème de vue, vu que je travaillais, j'étais responsable d'un bureau de méthode d'usinage, donc il fallait quand même aller pas mal à l'atelier. Ça devenait un peu compliqué. Après, il y a eu aussi beaucoup d'aide par la GFIP et Remora, tous des organismes qui aident au maintien dans l'emploi. Mais bon, après, il y a un moment où ça devient compliqué, donc on discute avec l'employeur, et puis ça a été un peu rapide, mais bon, il m'avait bien fait comprendre de commencer à faire les dossiers d'invalidité et tout ce qui s'ensuit, et donc après, ils ont attendu que tout soit fait, que je ne sois pas sans rémunération. Donc, une fois que tous les papiers ont été faits, je me suis retrouvé au chômage en 2016. Je ne me voyais pas rester à rien faire non plus. Donc, j'ai tout de suite cherché qu'est-ce que je peux faire autre que mon ancien métier. Donc, je cherchais une formation. Et puis, j'ai fini par trouver. Et donc, du coup, j'ai trouvé mes accordeurs de piano. Et donc, j'ai cherché un peu où je faisais les formations d'accordeurs de piano. Donc, Et puis, je me suis retrouvé à Toulouse. À l'IJA, à l'Institut des Jeunes Aveugles de Toulouse. Donc, je suis parti là-bas 3 ans, et voilà, comme c'est un institut médico-social, c'est là où j'ai aussi réappris toute l'autonomie, parce qu'évidemment, tu te retrouves là-bas tout seul, tu sais pas manier la canne, tu sais pas te déplacer tout seul, parce que tu ne vois plus assez pour te déplacer tout seul, donc il faut manier la canne jaune, la canne jaune pour les non-voyants, malvoyants. C'est la différence avec la canne blanche, et en général, c'est spécialement, c'est pour les aveugles, c'est pour faire une différenciation entre les aveugles, c'est la canne blanche, et la canne jaune pour les malvoyants. Bon. D'accord. Voilà, c'est quelque chose que je ne savais pas. Et donc, du coup, après, on arrive à Toulouse, et puis là, on apprend à se débrouiller tout seul. La chose que chez toi, tu te laissais totalement aller, et là, tu réapprends, en fait, tu vois que tu peux te déplacer tout seul, avec des cours avec les instructeurs de locomotion, des cours à utiliser la canne, tout simplement, dans la rue, rester en sécurité, apprendre. Oui, je vais dire une trajectoire quand même qui t'a amené justement à changer de métier. Ouais, tout ça. ouais. Tu as été aidé dans la recherche d'une formation, d'une association. J'ai été aidé par un médecin du travail, médecin du travail d'ailleurs, qui m'a pas lâché en sortant du boulot. Elle voyait que ça avait été un peu sauvage quand même, le licenciement, un peu rapide, donc elle avait peur que je sombre, je pense. Après, c'est pas mon caractère, mais bon, après, elle voyait que je cherchais aussi. Donc, elle m'a bien aidé à laisser sur tout le dossier que j'avais fait à l'MDPH pour le laisser en tête de ligne pour passer rapidement. Et du coup, j'étais licencié en mars 2016. Et en septembre 2016, j'étais à Toulouse, donc c'était super rapide quand même. Donc, j'étais aidé par vraiment ce médecin-là, vraiment fait beaucoup pour que je reste pas à me morfondre chez moi, J'ai bien compris. Et donc, du coup, après arriver à l'Institut, là, on rentre dans la spirale de l'autonomie complète, parce que là, tu apprends, comme je disais, à me déplacer, tu apprends à lire, donc j'ai appris le braille là-bas. J'ai appris à réutiliser un ordinateur quand on n'y voit pas, plus ma formation d'accordeur de piano, évidemment. C'était quand même le principal objectif, c'était de passer le CAP d'accordeur derrière. Donc une grosse formation bien complète de 3 ans à Toulouse. Et donc sorti de là, t'es content parce que tu te rends compte au final que t'es pas bon, t'es encore bon à quelque chose, Je comprends mieux. Tu sais, tu sais te débrouiller tout seul. Après, il reste des choses compliquées, évidemment, mais ça aide beaucoup. Tout se passe dans le mental aussi. C'est soit tu restes chez toi, tu fais rien, ou tu prends le taureau par les cornes, et puis tu essaies de sortir, tu prends tout
qu'il y a autour de toi. Et là, l'antenne Retina, ça aide aussi à ça, tous les gens qui nous rejoignent ou quoi que ce soit, à apprendre aussi qu'il y a quand même plein de choses qui existent pour nous aider. Les gens qui étaient déficients ou malvoyants ou aveugles il y a 50 ans, c'était pas la même non plus, quoi. Maintenant, on est quand même aidé par les synthèses vocales sur les téléphones, sur les ordinateurs. On a quand même, si ça fonctionne pas super bien toujours dans les bus, la synthèse vocale qui peut nous aider quand même pour les arrêts de bus. Un petit truc qui me gêne, c'est les transferts de gare, par exemple, à Paris. Vous voyez, entre la gare du Nord et la gare Montparnasse, où aussi on t'apporte à la fin de la gare et puis on te dit, vous prenez le taxi. Bon, tu prends le taxi, on t'amène dans le taxi, jusque-là, ça va. Mais quand tu as le taxi qui t'arrête devant la gare Montparnasse, il dit, monsieur, sortez, vous êtes arrivé à la gare. Ouais, je suis à la gare, mais je vais aller où l'entrée? Ouais, la gare, elle est où? J'y vais comment? Donc là, ça m'est arrivé, là, encore il y a les 3 semaines de ça, le gars, il m'a déposé là. Moi, je sais pas où est-ce qu'elle est entrée, donc il m'a déposé. En soufflant, il te dépose devant la porte. Je dis, vous allez bien trouver quelqu'un qui va vous aider. Ouais. Donc, il y a une dame qui était bien là. Donc, on a cherché. Là, parce qu'après, il faut chercher le bureau d'assistance. Parce que tu l'as, l'assistance, mais il faut trouver le bureau de l'assistance. Donc, ça, c'est encore des trucs un peu... tu sais que le trajet, quand tu es au point, de point à point d'assistance à assistance, ça marche bien. Mais entre les deux, tu as la dilettante là, qui est toujours un peu stressante dans les déplacements, quoi. Mais bon, après c'est pareil, voilà, avec une langue et des gens qui aident beaucoup aussi autour de soi, ça aide quand même pas mal, quoi. Donc après, moi, c'est vrai que c'est vraiment les trucs, c'est les choses où j'ai vraiment le plus de mal en ce moment. J'ai refait du sport il y a 1 an à l'Aviron, donc mais j'ai fait une demande de chien guide entre-temps. Donc ça fait 2 ans que j'ai un chien guide, donc ça aussi c'est pareil, on parlait un peu, c'est que moi ça m'a aidé beaucoup, parce qu'à la Cannes, oui, je savais me déplacer, parce que j'avais appris avec l'instructeur locomotion, mais tu marches toujours un peu plus lentement, les lignes droites, c'est compliqué, tous les obstacles qu'on peut trouver en vie, hein, évidemment, les obstacles, les traversées à trouver, même si Boulogne je connaissais, parce que j'ai quand même vu jusqu'à 33-34 ans, plus ou moins bien, donc ça allait, je l'avais bien en tête. Mais après, j'ai eu le chien, c'est vrai que là, ça aide dans les transports, enfin dans les trajets où tu gagnes un temps phénoménal et du stress en moins, quand ça te fatigue beaucoup moins. Donc là, c'est pareil, après, c'est tous des trajets à travailler avec le chien ou avec l'instructeur de locomotion de l'école de chien guide. Là, c'était à Ronc, moi, où j'ai eu le chien. Donc, quand on a des nouveaux trajets à travailler, on l'appelle. Et on travaille le trajet à la Cannes, après, on travaille le trajet avec le chien. Et puis après, voilà, ça te laisse quand même un peu plus d'autonomie, quoi. Quand on parle de trajet, c'est des trajets que tu prends habituellement et qu'il faut apprendre au chien. Ouais, c'est ça. Voilà, quand tu fais une demande de chien, donc de toute façon, tu as toujours le passage locomotion, d'instructeur locomotion, il vient chez toi. Il faut que tu fasses tous les trajets que tu as besoin. Déjà, les trajets principaux, hein, médecin, pharmacie, la banque, enfin les trajets du quotidien. Tu vas travailler à la Cannes, il faut que tu saches y aller tout seul à la Cannes. Et après, tu les retravailles avec le chien. Parce que forcément, le chien, tu lui donnes des ordres droite, gauche, les lignes. Tu lui dis pas, je vais à la pharmacie, quoi. C'est pas un GPS. Donc, tu as quand même pas mal de trajets à travailler. Et après, tu peux les travailler aussi toi-même avec ton entourage. Moi, je sais qu'avec les enfants, pour l'Aviron, j'ai pas fait appel aux gars de Lille qui viennent pour un trajet qui dure 15 minutes. Je le fais avec les enfants pour le repère. Et puis, après, le chien, je travaille avec le chien. Et puis voilà, donc ça m'a permis aussi de reprendre le sport depuis 1 an à l'Aviron, près de chez moi. Et malgré ça, à l'Aviron, j'arrive à faire de l'aviron, on n'y voit rien, quoi. Donc on monte à 2 sur l'aviron, même tout seul, j'ai déjà fait de l'aviron tout seul avec le coach qui est sur le bateau un peu plus loin, puis qui te dit un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Après voilà, je pense que tu peux faire plein de choses, je fais du tandem, il y a plein de choses qu'on peut encore faire. C'est pas toujours évident, mais bon, on y arrive quand même, quoi. Bon. C'est ça, après c'est comme on dit, c'est vrai que il faut mentalement, il y a un moment, il faut... Après, c'est pareil, les 3 ans de l'Eligia, tu as été suivi aussi 3 ans psychologiquement parce que il faut faire le deuil. Je sais pas si on le fait vraiment un jour, mais on apprend à vivre avec, quoi. Enfin, moi, de mon côté, vu que j'ai vu et je vois plus, il y a des choses que, comme on disait, le panorama d'une belle vue, tu pars en vacances. À l'époque, tu partais en vacances, tu étais content, tu allais voir plein de choses super cool. Là, tu me dis, on va en vacances. Oui, la chaleur, ce sera la même. Voilà. C'est toujours un truc que j'ai encore un peu de mal. Ça, c'est vrai qu'après, il y a d'autres personnes où ça ne dérange pas du tout. Moi, je parlais avec mon ancienne prof de braille qui est aveugle. Enfin, j'adore découvrir des lieux. C'est toujours quelque chose que dans ma tête, j'ai un peu de mal. Après, voilà, les gens qui m'entourent, on décrit beaucoup maintenant. Forcément, ils me décrivent beaucoup ce qui est autour et tout. Mais c'est toujours un truc qui reste dans ma tête, un petit peu de regret, quoi, de tout ça, parce que tu peux pas profiter visuellement de la chose, quoi. Donc,
Maintenant, c'est bon, qu'est-ce qu'il y a à manger dans le coin? Donc, voilà, quoi, ça, on fait autrement, quoi. Mais non, mais après, voilà, c'est vrai que l'entourage, ça aide beaucoup aussi, hein, ça, c'est évident. Hein. Merci Guillaume, un témoignage très fort. Hein. J'avoue que franchement, pour cette première prise de parole, je retiens surtout ton mental qui t'a permis malgré tout d'avancer. Merci encore Guillaume. On va passer Michel, tu prends le relais? Bon, d'abord, il faut relativiser quand même les choses. Hélène, lui, il a perdu son autonomie d'une autre façon que moi. Moi, je suis encore autonome. D'accord. Bon, il faut le dire, hein. Je sais prendre l'autobus, je sais prendre le train. Quand je monte le train, je demande aux gens de me lire le panneau. Mais je ne m'en pas quand même. Dans le bon train, donc c'est là-dessus. Je sais ici de bouffer les jambes, mais je suis encore autonome. Je suis pas malheureux. Alors, ce qui se passe, c'est que souvent, mais 9 fois sur 10, mais bon, même plus font maintenant, j'essaie automatiquement les gens sur un renseignement. Ça se produit 5-10 fois par jour, quoi. Hein. Monsieur, qu'est-ce qu'il marqué sur le panneau-là, qu'est-ce qu'il a, et puis, où les gens, même spontanément, d'ailleurs, viennent le doigt. Oh, je vois, vous êtes en difficulté, ils me posent des questions. D'accord. Il y a une chose, un danger qui est un peu verbal. Et là, Guillaume, ses collègues m'ont beaucoup apporté, c'est m'encourager à porter la canne. Voilà. La canne blanche. Parce que je me suis fait frotter 2 ou 3 fois par des voitures, en traversant. Oui. Parce que je croyais qu'il n'y avait pas de voiture, et puis il y avait surtout des brouillards dans les voitures. Enfin, mon œil, il me soignait les milliards. Et alors, avant d'aller, j'ai commencé à m'en ouvrir à droite à gauche, et les gens m'ont insisté pour que je fasse le pas de ma canne. Bon, j'ai mis un temps fou, parce que c'est 3 semaines sur mon placard en me disant, allez bien là. Puis un jour, il dit non, ça devient trop dangereux quand même. Et il est sorti avec. Et du jour au lendemain, tu as pris la canne. J'ai quand même, je me suis forcé la main. Et tu te sens plus en sécurité maintenant quand tu prends la canne? Ah, quand j'ai la canne, oui. Ah oui, ça fait la différence. C'est toujours la nuit, sans mauvais jeu de mots. Hein, mais on voit très bien le comportement des gens quand vous avez la canne. Hein. Vous êtes le bout de la rue, ils s'arrêtent. Hein. Ouais, mais si vous n'avez pas de canne, ils vous personne dessus. Si vous travaillez, c'est pas assez vite. Enfin, par rapport à vous, ils sont très courtois. Hein. Bon, j'ai l'idée d'être dans les grands centres comme par vous avez des cadres de chlorpictocine. Hein. Donc, ça, c'est un fondement. La lecture, j'ai pris mon abonnement à Calais. La lecture. Bibliothèque sonore de Calais. Ouais, c'est ça. Ah, ça, c'est remarquable, hein, le recommande. Parce que j'en avais testé d'autres sans le savoir. À Chabazon, il y avait un truc qui était comme un empile. Bon, je me suis abonné à la lecture. Maintenant, je lis mon petit bouquin tous les 15 jours. D'accord, c'est sympa. Mais ça aussi, ça m'a reconverti parce que je lisais peu. Je regardais facilement la télé. Bon, je suis passé un peu plus facilement à la lecture. Bon, j'ai découvert que j'aimais ça quand même. Non. Merci Michel. Oui, effectivement, une décision sage. Hein. À un certain moment, il faut devoir sortir la canne blanche, qui me semble être un accessoire indéniable hein, pour son environnement soi-même. Merci beaucoup pour ton témoignage. André, je te passe la parole. Comment tu gardes ton autonomie? Bon, j'ai quand même beaucoup de chance, parce que je suis arrivé à 76 ans. J'ai mené une vie subnormale jusqu'à 55 ans, où j'ai dû arrêter mes fonctions. J'étais dans la fonction publique, justement par manque d'acuité. Je voyais encore 3/10. J'ai arrêté de conduire il y a 13 ans. J'ai arrêté de faire du vélo il y a 2 ans. Voilà, et parce que c'était plus possible de toute façon. Mais je pense que je fais quand même partie des privilégiés. Alors, donc, dans ce contexte, ce que je peux encore faire, c'est marcher dans la rue, dans un endroit que je connais. Évidemment, si j'étais à Paris avec une adresse, je ne pourrais pas la trouver parce que je ne peux plus lire les panneaux. Hein. Mais donc, dans toutes mes insuffisances et mes manquements, la réponse, elle est très simple, elle est unique, c'est Michel, ma femme. Voilà, c'est tout simple. Donc, indépendamment du côté affectif, bien sûr, parce que ça va faire 50 ans cette année qu'on est mariés, elle m'aide dans tout ce que je ne peux plus faire, notamment lire. Je lis encore quelques mots, mais à la loupe. Il est hors de question de lire un texte complet, bien sûr, avec une loupe, parce que c'est... Mais j'arrive encore à lire. Alors après, il faut que les caractères soient assez épais, il faut que le contraste soit suffisant, parce qu'il y a une perte de contraste aussi. Donc voilà. Et comme j'ai quand même conservé, j'ai cette chance, ce dada du travail, du bricolage, du travail du bois, et que je suis bien équipé avec des machines, j'arrive encore à m'en sortir, parce qu'on peut les régler avec précision. Et tout ce que je ne peux plus faire, au niveau de certains côtés minutieux, à repérer une dimension, c'est Michel qui m'aide, voilà, avec beaucoup de complaisance.
ça me permet de m'accrocher encore à une activité qui me plaisait. Alors, bien sûr, je mets 3 heures à faire ce qu'un bienvoyant aurait fait en 1 heure, et avec du savoir-faire. Hein. Mais l'objectif est toujours. Mais voilà, c'est ça qui me maintient énormément. Alors après, au niveau de la vie associative, on fait partie d'un club de rando. Donc, comme j'ai cette chance de pouvoir encore marcher dans la rue et de randonner, et puis, tout à l'heure, on parlait du regard des autres. Bon, j'avoue que le regard de mes compagnons de randonnée, il est excellent, parce que bien souvent, au cours d'une rando, on me dit « Attention, il y a une racine, attention, il y a une branche, il y a un trou ». Et les gens se doutent aussi quand il y a des zones dans l'ombre ou des zones mal signalées, notamment des nez de marche qui ne sont pas toujours très bien signalés. Et en général, ils me préviennent. Voilà, et Michel aussi, bien sûr. Et puis, j'ai commencé en 2004 à faire le disque jockey avec une base de données qu'on m'avait donnée et un logiciel de professionnel. Et ça fait 50 prestations que je fais, bénévolement, bien sûr, dans les clubs de marche, et puis à d'autres occasions pour des amis. Et bon, je le fais avec un ordinateur, donc je suis arrivé avec un écran de 23 pouces, et puis la loupe, une loupe que multiplie 4. Bon, comme j'ai un logiciel de professionnel, il me suffit de lire que quelques titres, je ne m'éternise pas dessus, je lance la machine, puis moi je vais danser avec. Et j'avoue que là, j'oublie tout. C'est formidable. Ah, c'est formidable. Ah oui. Voilà. Alors, après, bien sûr, tout n'est pas positif. Là où, je pense que c'est le côté... Parce que moi, je fais le distinguo dans mon handicap. Il y a le côté pratique et il y a le côté psychologique. Le côté pratique, j'y ai répondu, il y a Michel, et puis il y a plein d'astuces à l'atelier pour dire d'arriver à faire ce que je faisais encore. La télé, je suis à 20 cm dessus, on a acheté un grand écran, voilà, je mets mes lunettes, je vois pas tout bien, ça dépend du contraste, de la luminosité, etc. Mais j'arrive encore pour l'instant. Mais après, là où personne ne peut voir à ma place, c'est quand je suis dehors, avec mes compagnons de randonnée, et qui voient un panorama, là, personne ne peut voir à ma place, c'est certainement là le moment le plus difficile, le plus délicat. Voilà, il faut le gérer, il faut apprendre, et il faut se dire, et je l'ai découvert, non, ici finalement c'est le bon côté aussi de cette antenne locale, qu'il y a des gens qui étaient pires que moi, je m'en suis toujours douté, mais quand on a le contact avec ces personnes, ça aide énormément à se remettre en question. D'accord, c'est aussi une vie d'amélioration au quotidien, effectivement, c'est vrai qu'il y a le côté psychologique et pratique. J'entends dans vos témoignages qu'il faut avoir un certain sursaut pour pouvoir gérer certaines difficultés, si je veux dire. En fait, il faut apprendre à accepter. Et depuis l'âge de 32 ans, où j'ai vu apparaître les premiers problèmes, qui restent quand même relativement mineurs par rapport à des rétinites pigmentaires, dont je connaissais l'existence, il faut apprendre à accepter à chaque fois qu'il y a une dégradation. J'ai eu une période de stagnation d'une dizaine d'années après la première intervention, et puis après, de nouveau, ce deuxième œil qu'il a fallu réopérer, où ça s'est redégradé. Il faut apprendre à accepter la nouvelle façon dont on voit. Alors, c'est vrai que c'est fatigant, c'est épuisant, nerveusement, psychologiquement, mais c'est nécessaire. J'ai eu la chance que ça a été assez progressif. Ça n'en a pas été moins douloureux pour autant. Après, on a tous des personnalités et des envergures psychologiques différentes. Moi, j'avoue que j'étais vraiment pas armé pour ça. Merci André, très enrichissant cette prise de parole. On enchaîne avec Myriam. Myriam, tu te lances? Ouais, on est parti. Allez. Alors, moi d'abord, il faut savoir, moi mon problème est arrivé à la retraite, donc je vis seule. J'ai encore la chance, parce que quelque part je considère que c'est encore une chance d'avoir encore un peu de vue, même si ça s'estompe au fur et à mesure des mois et des années. Mais écoutez, j'ai fait appel à Remora, en fait, qui est le centre qui dépend de la MDPH, qui m'aide éventuellement à me servir de la canne, parce que même si dans l'immédiat je ne m'en sers pas dans les endroits que je connais, mais je sais qu'à plus bref ou longue échéance, j'en aurai besoin. Pour le téléphone aussi, parce que quand on se retrouve à ne plus pouvoir téléphoner avec un téléphone, on va dire, normal, on est complètement perdu. Enfin, moi, j'ai été perdue, je me suis dit, mon Dieu, je me retrouve seule sans
sans pouvoir contacter, donc ça c'est important aussi. Et dans la vie courante, mais écoutez, on en a mis des petits... D'abord une aide, une aide. Il faut savoir aussi que selon l'âge à laquelle arrive votre invalidité, on va dire, très différente, avant la retraite ou après la retraite. Là aussi, il y aurait quoi dire et quoi faire. Moi, en fait, je suis dans le statut où, comme ça m'est arrivé à la retraite, j'ai le droit à l'APA. Donc l'APA, on vous attribue une personne, en l'occurrence 2 heures par semaine, mais qui vous coûte aussi de l'argent, parce que selon vos revenus, vous avez une partie à votre charge. Donc à vous de savoir si vous l'utilisez ou pas. Donc en l'occurrence, je ne la fais venir que tous les 15 jours. Alors chez moi, le ménage, je peux encore le faire. Quand je fais la cuisine, la première chose que j'ai adoptée, ça va peut-être vous faire rire, c'est un tablier. Parce que je me suis dit, mon Dieu, si je me tâche, je ne vais pas le voir. Et je vais me balader peut-être avec des taches sur moi. Quand je me lève le matin, je ne sais pas comment je suis coiffée, parce que je ne me vois pas. Mais ça, c'est la petite anecdote. Ouais. Et la dame de l'APA, je m'en sers principalement pour revenir, on va dire, dans le vif du sujet, pour faire les courses. Parce que, pareil, j'ai des enfants, mais je ne peux pas toujours les solliciter. Donc, allez, quand elle vient, je vais faire les courses avec elle, parce que faire les courses, c'est compliqué pour nous. Les produits, savoir si c'est les petits pois ou des haricots verts, j'en sais rien. Voir les prix, puis même, je dirais, garder une vie, peut-être, c'est ce qu'on appelle sociale. Vous êtes ou pas ? Du tout. Non. J'ai la chance d'avoir aussi 2 enfants et beaux-enfants qui habitent dans la région, qui habitent même dans le coin, puisque ils ne sont pas loin. D'avoir des amis aussi, des voisins aussi, parce que là, j'avoue que j'ai vraiment une très grande chance d'habiter un immeuble où j'ai des voisins qui m'ont beaucoup aidé, qui m'aident encore, que je peux très bien appeler pour une date de péremption sur un paquet, parce que même avec le crayon Orcam-Reach, je ne peux pas le lire, par exemple. C'est peut-être un détail qui paraît, mais quand j'achète de la nourriture dans le frigo, et que je me dis, est-ce que ça, je peux encore manger, pas manger, je fais appel, j'appelle, je fais comme le jeu, j'appelle un ami, en fait. Voilà. Merci Myriam, la bienveillance des gens. Oui, heureusement qu'elle est là. C'est bien aussi de souligner qu'il existe des aides comme la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Voilà ce que ça veut dire la MDPH. Merci pour ton témoignage, Myriam, merci beaucoup. Dominique, l'autonomie chez toi, comment tu l'abordes en tant que non-voyant cette fois-ci ? Alors l'autonomie, bien sûr, c'est ce qui nous gêne. Surtout qu'aussi, comme l'a dit Myriam, quand on est seul, c'est encore plus compliqué. Donc l'autonomie, ça me sert d'abord pour les besoins primaires. Me nourrir, m'habiller, aller au pharmacien, aller au docteur, voilà, ça sert d'abord à ça. Donc quand je dois solliciter des personnes, c'est en premier pour ça. Donc forcément, il ne reste pas beaucoup de possibilités pour le reste, parce qu'on ne veut pas épuiser non plus les gens qui viennent nous aider. Heureusement, Dieu merci, à un village près, j'habite dans la communauté d'agglomération du Boulonnais. Et grâce à ça, j'ai le droit à 1 fois par semaine, parfois 2, un voyage, un aller-retour avec un minibus de Marinéo. Donc je suis venu ici aujourd'hui grâce à ça. Et je repars tout à l'heure, faut pas que je le rate par contre, parce que je mets en retard toute la tournée. Bon. Mais c'est formidable déjà d'avoir ça. Donc, mais je m'en sers d'abord, comme je l'ai dit, pour les besoins primaires. Pour le reste, j'avoue que j'avais fait une croix sur les loisirs, sur les sorties culturelles. Et en arrivant justement à Retina, j'avais trouvé ça formidable. À Noël, c'était un de ses soucis également. Et donc, quand c'est bien, il faut toujours le dire. Donc le minibus, c'est bien. Et aussi, on a été très bien accueillis par le personnel du musée de Boulogne, qui nous permet d'aller voir là-bas une salle, parfois 2, parfois une exposition temporaire, avec un guide spécialement pour nous. Alors ça, c'est formidable parce que, comme je vous l'ai dit, je pensais que c'était plus possible pour moi. Or, grâce à l'association, grâce à ces personnes, on peut encore avoir accès à la culture. Et ça, c'est chouette quand même. Je pensais que c'était perdu. Alors l'autonomie, c'est aussi le passage par la canne blanche. Et ça, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal. Ici, on n'est que 2 à en avoir une. Je sais qu'Annette retarde l'échéance, comme je l'ai fait moi-même. Véronique, je crois aussi. Moi, je m'y suis mis contraint et forcé. J'en voulais pas.
J'en voulais pas et au départ même j'avais choisi une solution un peu alternative de la canne américaine qui n'est pas totalement blanche, pour vous dire où j'en étais quand même, hein, pour accepter la chose. Aujourd'hui je suis incapable de m'en passer. Sans la canne blanche, je suis perdu. Je me cogne partout. Sur le regard des gens. Je crois que c'était ça. J'avais du mal aujourd'hui je peux le formuler. À l'époque j'en étais pas capable, hein, bien sûr. Mais c'est un passage qui est compliqué, je m'aperçois, pour toutes les personnes handicapées visuellement. Hein, voilà, parce que là, l'handicap, on le prend dans la gueule, quoi, clairement. Hein. Si vous prenez la canne blanche, c'est que ça y est, vous en êtes à ce stade-là. Je suis complètement d'accord. Et on le repousse tout le temps. Voilà, moi j'en fais partie. Donc c'est pour ça que je comprends les gens qui, repoussent encore cette étape. Je l'ai fait moi-même. Mais par contre, je sais qu'il faudra qu'ils le fassent et je les encourage à le faire avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'ils se fassent mal, avant qu'ils se fassent renverser par un véhicule. Voilà, l'autonomie, c'est notre canne blanche aussi. Ça ne résout pas tout, mais dans un espace... parce que notre espace, il est réduit, quoi. Il est réduit à la distance de la canne blanche. Au-delà, ce qu'il y a, quelque part, on ne le sait pas. Donc cette canne, c'est notre environnement. À moins d'être à deux. Hein, quand on est à deux, bien sûr, l'autre sert aussi un peu à ça. C'est la canne de la personne qui est handicapée. Mais on ne peut pas toujours trop demander. Moi, peut-être d'ailleurs que j'ai trop demandé. C'est peut-être pour ça aussi que maintenant je suis seul. Bon, ma compagne est partie. Ça, c'est une autre étape aussi, hein, qu'il faut vivre. En fait, tout se passe par étapes. Et ces étapes-là, elles ne sont jamais vraiment positives. Mais il faut y passer. Contraint et forcé, et puis il faut malgré tout avancer tout de même. À la base, je tiens à le dire quand même, j'étais quelqu'un non seulement de sociable, mais quelqu'un de positif. Bon, aujourd'hui, je le suis toujours, mais j'ai perdu certaines choses qui me font aussi douter. Voilà. Dominique, je me permets, maintenant, j'ai une canne. Ah. Pas encore blanche, mais souvent, je me dis... Moi, je suis passionné par là aussi, avec une canne d'une autre couleur. Et je me dis, un jour... évidemment. Bon, mais c'est vrai que maintenant, j'ai cette canne, et bien, franchement, je trouve que les personnes, rien qu'avec une canne comme ça, sont plus, pas sympathiques, mais font plus attention à moi. Elles sont plus alertées déjà à la base. Voilà. Hein, tout à fait. En fait, la canne, elle nous permet aussi d'éviter le suraccident. Oui. On est déjà handicapé visuellement. Il faut surtout essayer de ne pas être handicapé autrement, hein, parce qu'on aura eu un accident qui sera survenu comme ça. Alors qu'on avait, malgré tout, cette possibilité-là de l'éviter. Pas forcément, mais en tout cas, peut-être de l'éviter. Merci Dominique. Annette, tu reprends la main. Allez. Alors moi, je faisais beaucoup de sport quand j'étais jeune. Et à partir de 40 ans, comme je voyais plus bien beaucoup, hein, j'aimais jouer au tennis, faire pas mal de sport. Mais le tennis, j'ai dû arrêter parce que je voyais plus la balle. Bon. Et puis, heureusement, on habitait près du Creps de Wattignies. Donc, avec une amie, on allait faire du sport avec des élèves... des personnes qui préparaient leurs examens pour être prof ou éducateur sportif. Et grâce à ça, maintenant, je continue quand même à faire du sport, mais alors tout le monde le sait maintenant, à Ambleteuse, je suis tout devant, juste à côté du prof, juste en face du prof. Et comme ça, si je mets mal les mains ou autre pour un mouvement, il vient, il est extra pour ça, j'ai beaucoup de chance. Et toutes les personnes qui pratiquent ce sport, eh bien, franchement, sont extra, quoi. Je trouve, là, quelquefois, j'en rencontre, et puis je ne les reconnais pas, bien sûr. Elle me dit, ah, bonjour Annette, alors, ça va? Bon, moi, je trouve ça extra. Faire du sport, c'est vrai que en collectivité, eh bien, franchement, ça aide énormément. Et il faut qu'on essaye de rester comme ça, proche des autres, pour montrer qu'on est toujours là et on a besoin d'eux,
mais ils ont peut-être quelquefois besoin de nous pour d'autres choses. Merci Annette, très beau témoignage aussi. Justement, nous sommes en plein jeu paralympique de Paris 2024 et personnellement, j'approuve complètement que le sport est un vecteur d'intégration, hein, on en est tous conscients. Ça permet de maintenir le lien social en quelque sorte. Si je peux me permettre, je pense à toi Guillaume, que tu fais de l'aviron, effectivement, ça t'a permis de ne pas te refermer, aller de l'avant, de s'aérer malgré le stress au quotidien que tu ressens. Et dans ce milieu, il y a toujours la bienveillance, il faut le savoir, et de la patience dans ce milieu des sports. Merci beaucoup, Annette. Magali, on va passer à toi. Je sais que tu as encore une activité professionnelle et que tu as une vie familiale avec des enfants. Comment tu gères tout ça au quotidien avec ta pathologie, bien entendu? Alors, en premier, la perte d'autonomie que j'ai eue tout de suite, c'est le permis. On vous annonce donc de 1, la maladie, 2, vous ne pouvez plus conduire. Donc il y a l'acceptation de la maladie, l'acceptation de se priver d'une liberté et d'un besoin, parce qu'on se rend compte que dans la vie de tous les jours, surtout quand on est maman et qu'on travaille, le permis, c'est une liberté. Donc on se raccroche d'abord à l'entourage, on demande de l'aide, on demande de nous conduire à droite, à gauche. On s'appuie beaucoup sur la famille au début, et puis ensuite, on ne veut pas devenir le boulet de la famille, donc on essaye de trouver d'autres solutions. Et moi, c'est ce que Retinum les membres de Retinum m'ont beaucoup aidé, parce que oui, ma fille, mes enfants, ils m'orientent au début. Après, on ne veut pas toujours les solliciter parce qu'ils ont leur vie d'enfant aussi à faire. Ils ne sont pas toujours disponibles non plus parce qu'ils ont leur hobby à côté, leur vie d'enfant. Donc oui, si le matin, elle va me dire « Oh maman, t'es mal coiffée » ou « Oh maman, t'es habillée Picasso aujourd'hui, ça va pas ?» hop, on fait des petits changements vestimentaires où on rattrape, on fait notre journée. Et là, heureusement qu'il y a Retina qui me dit « On va faire une sortie culturelle, on va faire une petite balade, une petite promenade en groupe. » Et ça continue de nous donner une vie sociale. Moi, le sport, j'avais arrêté parce que j'ai énormément du mal à accepter qu'on puisse voir que j'ai des difficultés. Parce qu'on a honte. Oui. Il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui se disent « Oh, elle est bourrée » ou « Oh, tiens, elle a des lunettes, c'est qu'elle est battue » ou alors qu'en fait, non, c'est... Donc moi, je m'étais un petit peu renfermée. Et puis, là, je revis, en fait, parce que je vois que la vie, elle ne s'arrête pas à la maladie. Moi, Dominique, qui m'a aidée à garder mon autonomie en m'expliquant pour les bus, le PMR, Marinéo, les bus avec la carte handicapée, tout. Donc là, j'ai fait toutes mes démarches. Véronique m'a beaucoup aidée pour mon dossier MDPH. Elle va me dire, faut pas te décourager, t'inquiète pas, faut y aller et tout. Annette m'a beaucoup aidée aussi par rapport à mon travail. Donc moi, j'ai encore la chance de travailler, mais je travaille pas 35 heures. D'accord. Je suis qu'à 26 heures par semaine, parce qu'en fait, la maladie, le fait de se concentrer beaucoup, ça fatigue énormément. Ça, les gens, ils s'en rendent pas forcément compte. Quand on a une déficience visuelle, il faut toujours faire attention à son entourage, ne pas se mettre en danger et mettre les autres en danger. Donc c'est vrai que c'est très fatigant. Dans la vie de tous les jours, c'est pareil, quand on n'est pas seul à la maison, c'est vivant, donc les choses ne restent pas systématiquement à leur place, donc on passe beaucoup de temps et d'énergie à trouver ce qu'on cherche. Tiens, j'avais mis ma brosse à cheveux là et elle n'est plus là parce qu'il y a quelqu'un qui s'en est servi et quand on demande elle est où, devant toi, ouais mais je vois pas, donc oui, donc c'est toutes ces petites choses là qui font que voilà. Et là donc maintenant, comme disait Dominique, c'est vrai que la canne c'est quelque chose qu'on refuse, qu'on a du mal, mais là moi c'est pareil, je vais devoir l'accepter aussi pour mes déplacements domicile-travail. Donc là, je suis en attente d'évaluation sur mon lieu professionnel et sur un domicile. Donc moi, à la maison, ça va, je suis autonome, mais c'est vrai que on se dit, style,
Parce que moi, je peux perdre la vue du jour au lendemain. Il n'y a pas de... Voilà. Donc, des fois, j'épluche ma pomme de terre et puis je ferme les yeux. Puis je me dis, est-ce que je vais réussir encore à cuisiner? Est-ce que je vais encore réussir? Donc, tu sais parfois faire Ouais. les yeux. Ouais. Bien. Ouais. Bien, voilà. J'avais posé aussi la question, parce que moi, je suis une littéraire. J'aime beaucoup lire. Donc, ça me faisait peur de ne plus pouvoir lire non plus. Donc, j'avais posé à l'époque la question à Dominique. Je lui avais dit, est-ce que je dois commencer à apprendre le braille? Est-ce que je dois... Il m'a dit non. Et puis, c'est là aussi que tous les membres de Retina, c'est là où on voit qu'on est une deuxième famille, en fait. C'est qu'on se donne... tiens, il y a la bibliothèque sonore de Calais, tu peux continuer de lire. Et c'est vrai que, on s'entraide et on voit que la vie, elle ne s'arrête pas. On peut continuer à sortir, à faire du sport et à demander de l'aide, en fait. À accepter aussi la maladie et les choses qui se mettent en place pour... Maintenant, il y a du boulot, aussi bien pour les personnes qui sont malvoyantes que pour l'entourage, que pour les collègues de travail, parce qu'il y en a qui ne s'acceptent pas forcément. Et on le voit dans la vie de tous les jours. Encore il n'y a pas longtemps, j'ai fait mes papiers, mes déclarations trimestrielles à la CAF. On tombe sur du personnel compétent, compréhensif. On leur dit, voilà, j'ai besoin d'aide pour remplir les papiers parce que je suis malvoyante, je ne vois pas les cases. Donc, il y a des personnes très gentilles qui vont vous le remplir. Puis, il y a des personnes moins compréhensives qui vous disent, je vais cocher, mais là où il faut remplir, vous vous faites aider, puis vous venez nous rendre le dossier une fois qu'il est complété. D'accord. Voilà. Merci Magali. Mais si je peux me permettre, je voudrais rebondir sur une autre question au niveau professionnel. La médecine du travail, elle a joué un rôle dans ton accompagnement, le maintien de ton poste par exemple? Alors moi, j'ai été décelée en 2014. J'ai jamais passé à la médecine du travail. Ah d'accord. C'est moi-même qui ai demandé à passer devant la médecine préventive de l'Éducation nationale pour savoir si je pouvais continuer à travailler. Et j'ai eu mon rendez-vous assez vite quand même. Je suis tombée sur quelqu'un de très compréhensif qui m'a dit la priorité c'est le travail. Si vous vous sentez capable, on mettra tout en place pour vous continuer à travailler. D'accord. Donc il va y avoir des choses de mis en place. Le stylo Orcal. Ouais. Il y a plein de choses qui existent, mais que quand on est malade, on ne le sait pas. Et c'est vrai que faire partie d'un groupe, on se donne plein de conseils et de pistes. Bien. Merci Magali pour ce complément d'information. Je vais passer maintenant la parole à toi, Anne. Comment tu mènes ta vie sociale? Alors, moi, je dirais qu'au niveau familial, c'est vrai, quand on se retrouve comme ça, en travaillant, d'avoir ce handicap rapide, c'est quand même très déstabilisant. Il y a d'autres choses que le travail, il faut déménager pour certains. Pour certains, c'est une rupture, un divorce. Voilà, c'est quand même une période très troublée, on ne conduit plus. Donc, moi, j'ai déménagé et au niveau professionnel, j'ai eu droit à un réaménagement de mon travail par, effectivement, la GFIP et notamment Remora, où j'ai trouvé vraiment une aide exceptionnelle. J'ai eu un logiciel, mais on m'a un logiciel avec tout était paramétré pour que je puisse vraiment l'utiliser normalement. Et ensuite, toute l'ergonomie qu'il y avait autour de mon poste de travail. C'est pour ça que pour moi, l'autonomie, parce que je ne pouvais plus lire l'écriture manuscrite, donc j'étais passée à un logiciel informatique pour le dossier médical. Eh bien, on a quand même la possibilité avec l'informatique de lire. Pour moi, ça a été vraiment une véritable autonomie dans le travail. Pour moi, l'informatique est quand même indispensable parce que mon mari n'est pas vraiment disponible, que je me retrouve, je suis très bien entourée, mais je me retrouve seule pour faire beaucoup de choses. Tout passe par l'informatique. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'important, mais au niveau du privé, je galère. Effectivement, je n'en doute pas, puisque je suis le premier témoin. Le numérique est une galère pour les personnes malvoyantes, et justement, c'est le sujet de notre prochain et dernier épisode. Oui, tout à fait. Merci, Yann. Eh bien, un grand merci à tous. Nous clôturons ce second épisode avec une nouvelle fois des témoignages très enrichissants.
Auditeurs, auditrices, nous espérons que cela vous a plu. Nous sommes bien entendu à votre disposition pour tout renseignement sur le sujet de la malvoyance. Nous espérons vous retrouver pour notre prochain et dernier épisode. Nous nous interrogerons sur leurs usages du numérique et nous donnerons cette fois-ci la parole à 2 aidants qui accompagnent leurs conjoints dans la vie de tous les jours. On vous dit à bientôt et surtout restez connectés avec nous. Allez, bye bye.